Bienvenue en France sur France Bleu, Ségolène Aluni. Et c'est l'heure de voyager à travers nos régions en France et de faire part donc de nos coups de cœur dans les lieux culturels. Et d'ailleurs, quand les musées et les lieux culturels pourront rouvrir, vous pourrez filer dans un site unique au monde. Cap sur la Normandie ce matin, dans le département de la Manche, dans une petite commune où résident à peine 103 habitants, la commune d'Écosville. Au cœur de cette commune, un bâtiment improbable, monstrueux comme sorti de terre, un hangar qui a joué un rôle primordial pendant la Première Guerre mondiale. Bonjour Pascal Lecureuil. Bonjour. Vous êtes le responsable du musée du hangar d'Écosville. Alors, avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous décrire le panorama, la physionomie de ce bâtiment ? Alors c'est un bâtiment unique et exceptionnel puisque c'est le seul qui reste de ce type de hangar à dirigeable. Donc on est sur la Première Guerre mondiale. Hein. Mm-hmm. Et c'est un bâtiment 100% béton armé. Donc c'est à la fois unique et c'est aussi une révolution technique et technologique à l'époque, bien sûr. C'est complètement improbable, hein, ce bâtiment, cette espèce de blocos qui sort de terre en plein milieu des champs. Il fait combien de mètres carrés ? Alors c'est un bâtiment qui est sur 150 mètres de long, qui est sur 40 de large et 32 en hauteur. Évidemment, la hauteur est faite pour évidemment les dirigeables. Donc c'est pour ça qu'il y a une grandeur du bâtiment. C'est parce qu'il fallait mettre à l'intérieur les dirigeables. Et donc ces espèces de grosses saucisses en caoutchouc. Grosses saucisses en caoutchouc, oui. Donc voilà. C'est comme ça que ça s'appelait. C'est vrai, il l'appelait comme ça, le hangar à dirigeable, une forme gigantesque pour accueillir et concevoir des ballons dirigeables. Et tout ça a commencé au début du XXe siècle, Pascal Lecureuil. Ouais, 1917 pour celui en béton, sachant qu'il y en avait un juste avant sur le site, puisque c'est un site qui était une base militaire de la Marine nationale, donc qui dépendait de Cherbourg, bien sûr. Et donc ce hangar à dirigeable était double. On appelle toujours ça Écosville-Montebourg, mais donc il y avait en premier lieu le hangar en bois qui a disparu dans les années 30, et le hangar en béton qui est donc lui toujours là, qui s'appelle aujourd'hui la cathédrale. Les gens du coin l'appellent la cathédrale. Ouais. Et à quoi servaient les ballons dirigeables à l'époque, Pascal ? Alors c'est une histoire qui est peu connue, voire carrément méconnue, même ignorée. En fait, c'est celle qui a quand même fait un tournant de la guerre vers 17-18, puisque ça servait à aller en mer pour repérer les sous-marins allemands qui, eux, faisaient le blocus de l'Angleterre, qui, l'Angleterre, ravitaillait évidemment principalement la France pour le conflit. Donc acier, militaire, tout ce que l'armement, évidemment. Donc ça a permis en 17 de faire passer tous ces Américains qui sont venus un peu changer la configuration du conflit. C'était un peu des moyens de transport espions, quelque part. Oui, espion, oui, c'est du repérage. Hein, c'était la seule façon d'aller en mer et de rester stationné en mer à l'époque. Les avions ne pouvaient pas faire ce type d'observation. Et est-ce qu'on peut dire que sans les ballons dirigeables d'Écosville, la Première Guerre mondiale aurait eu un nouveau tournant ? L'histoire aurait été réécrite ? C'est surtout qu'elle se serait prolongée déjà. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça c'est sûr. Puisqu'évidemment, à partir de cette action des dirigeables, au bout de 6 à 8 mois, les Allemands ont arrêté, entre guillemets, même si c'est pas définitif, mais ont arrêté d'attaquer les convois. Donc, ce qui fait que le front a pu être ravitaillé en permanence et donc, évidemment, faire pencher la balance. Le hangar à dirigeable d'Écosville, c'est notre point de chute ce matin au cœur de la Normandie et qui est toujours en activité, Pascal Lecureuil. Alors, toujours en activité touristique, évidemment, depuis 2003. Mais c'est au travers du musée qui est donc juste à côté du hangar où on vous raconte et on vous présente toute cette histoire qui est évidemment sur un siècle, hein, puisque depuis 1916 jusqu'à aujourd'hui, on est sur un peu plus d'un siècle. Alors au cœur du musée, on peut découvrir des éléments d'archives assez authentiques, notamment celui d'un prisonnier allemand qui a fait des graffitis à l'intérieur. C'était en 1944. Qu'est-ce qu'on voit sur ces graffitis, Pascal ? Alors ces graffitis sont comme le hangar d'ailleurs classés au monument historique. Hein. Et donc il y a un peu plus de 300 mètres de graffitis dans le hangar qui débutent dans les années 30 et jusque dans les années 70. Et évidemment, principalement ces graffitis allemands que vous mentionnez et américains. Alors c'est des graffitis, par exemple les Américains ont dessiné des rideaux pour faire une petite pièce de théâtre, etc. par exemple.
D'accord. Les Allemands ont fait des petits graffitis aussi sur à la fois humoristiques et à la fois très 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 allemands, c'est-à-dire garder cette place propre, soyez sérieux, enfin que des choses comme ça. Mais Et les bon, Allemands, on parle bien de dessins. soldats qui étaient réquisitionnés, qui étaient prisonniers. Allemands, en fait, les Allemands, ils étaient là, comme un peu partout en Europe d'ailleurs, depuis 1940. Ouais. Donc il y a des graffitis 40-44 et il y a surtout des graffitis 44-45. Mhm. C'était donc des Allemands qui étaient prisonniers de guerre, Ouais. et qui avaient été réquisitionnés comme mécaniciens poids lourds, enfin pour le matériel américain. D'accord. Alors, on a beaucoup de pièces du musée qui sont là aussi grâce à votre lien avec les habitants du coin qui vous ont remis certains objets d'archives. Alors c'est un peu un des buts du hangar, c'est de faire vivre évidemment le local et de faire vivre tout ce qui concerne vraiment le hangar, l'historique du hangar et les gens qui sont passés au hangar. Mhm. Donc on a des dons qui sont ceux des gens de la commune, mais quand j'entends la commune, c'est le canton et un peu la Manche quand même. Oui. Et c'est principalement évidemment le canton, Sainte-Mère-Église, Montebourg, Valognes et Cosville. Et donc il y a tous ces gens qui descendent à la fois de personnes qui étaient présentes au hangar, par exemple en 1918, ou d'autres comme cet Allemand que vous mentionnez, Helmut Allmendinger, c'est son fils qui est venu avec lui. Et donc, il y a une historique, si vous voulez, qui est presque familiale de ce hangar. Ouais, c'est ça. C'est les habitants des alentours qui ont contribué à garnir en fait ce musée. Ouais, voilà. Ouais, le Par musée exemple, du hangar. on a les petites nièces de René Ducombe, qui était commandante dirigeable en 1918 au hangar, qui nous ont apporté les plaques de verre photographiques de leurs ancêtres, Ouais. qui concernent le hangar, bien sûr. Il y a plein de choses comme ça. On a une américaine qui est venue aussi au hangar voir le lieu où son père a été touché et donc est décédé. Un musée donc au pouvoir collectif quelque part, le musée du hangar à dirigeable d'Écosville. Alors évidemment, vu la situation sanitaire, il est fermé. On n'a pas de visibilité quant à la réouverture, Pascal. Ah ben, si vous pouviez me donner une date, je suis preneur, moi, vous voyez. Bah écoutez, nous, j'appelle Roselyne. Alors, les vacances de février sont passées, mais en théorie, nous, on ouvre le 1er avril. Ouais, c'est ça. En pratique, à mon avis, on sera plutôt sur le 10-15, en espérant que ça soit même avant. Mais bon, voilà. On va croiser les doigts. Une date à vous donner. Oui, j'ai pas le numéro perso de Roselyne Bachelot, donc du coup, je peux pas faire grand-chose pour vous. Ah oui, je vous le fais pas dire. Merci beaucoup, Pascal Lecureuil. Merci d'avoir été avec nous. Et merci pour ces quelques minutes à travers l'histoire. Pascal, donc, qui était responsable du musée du hangar d'Écosville en Normandie, notre bâtiment coup de cœur ce week-end.